Clap! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci de l'affaire du père tueur. Vous allez voir que ça va vous rappeler d'autres affaires bien connues. Allez, c'est parti. Sachez qu'à la fin de cette vidéo, il y a un rebondissement surprise. Si vous n'avez pas entendu parler de cette affaire, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que accrochez-vous. On va parler de William Bradford Bishop. Aujourd'hui, c'est une affaire qui ressemble à d'autres bien connues. D'ailleurs, j'attends dans les commentaires l'affaire à laquelle ça vous fait penser. Voilà, pour avoir vos retours, ça peut être vraiment cool. Bradford est né le 1er août 1936 à Pasadena, en Californie. Ses parents, William et Lobelia Bishop, l'élèveront en Californie et puis il sera diplômé de Yale en 1959. Il épousera sa petite amie de lycée, Annette Weiss. Il fera l'armée et durant 4 ans, il va travailler au contre-espionnage pour les États-Unis. Il parle couramment 5 langues, l'anglais, l'italien, le français, le serbo-croate, ainsi que l'espagnol. Beaucoup de langues qui proviennent de l'Europe. Et vous verrez que ça sera intéressant pour la suite. Bradford changera de poste et sera muté dans différents lieux, différents pays, notamment en Europe ainsi qu'en Afrique. Il vit à Bethesda dans le Maryland avec sa famille, sa femme, Annette, ainsi que ses 3 garçons et sa maman. Tout va bien, Bradford a une vie plus que honorable, il travaille beaucoup pour les États américains, notamment au niveau de l'espionnage, il a beaucoup de qualifications. Il est passionné de grand air, passionné de moto, il fait beaucoup d'activités. C'est un homme voilà, qui a une belle carrière devant lui et également derrière lui. Mais le 1er mars 1976, tout s'apprête à basculer. Il était censé avoir une belle promotion, mais malheureusement il apprendra que ça ne sera pas le cas. Ça va beaucoup l'attrister et je ne sais pas si ça sera en rapport avec la suite, mais c'est important de le préciser. Il va prévenir sa secrétaire qu'il ne sera pas là pour la fin de la journée, il se sent pas bien donc il préfère rentrer chez lui. Il quitte donc son bureau de Foggy Bottom et rejoint normalement sa maison. Mais il va finalement partir à la banque, retirer tout d'abord de l'argent, plusieurs centaines de dollars. Ensuite, il va aller dans un centre commercial où il achètera un marteau ou une masse, tout dépend des dires, et un bidon pour le remplir à la station essence la plus proche, ainsi que son break Chevrolet de 1974. Ensuite, il ira dans une droguerie acheter une pelle ainsi qu'une fourche. La suite fait partie d'une reconstitution qu'ont réalisé les enquêteurs par rapport à ce qui s'est passé et surtout ce qu'ils ont retrouvé. Aux alentours de 19h30-20h, Bradford va rentrer chez lui et il gare sa Chevrolet dans la cour, puis il rentre à l'intérieur de la maison. Il salue sa femme et puis il va la tuer, l'assassiner dans la cuisine il me semble. Ensuite sa mère va rentrer d'avoir promené le chien, un Golden Retriever, et là il tuera également sa mère. Ensuite il montera à l'étage, entrera dans la chambre de ses 3 petits garçons âgés de 5, 10 et 14 ans et puis il les assassinera également. Entre 23h et minuit, il va quitter son domicile avec l'intégralité des corps de sa famille et les conduira à plus de 440 km dans une carrière plus ou moins fréquentée. Il va creuser un trou, alors ça dépend aussi des récits, il y en a qui disent qu'il creuse un trou, il y en a qui disent qu'il avait déjà creusé un trou. En tout cas, il y a un trou peu profond, il va les enterrer dedans, il va verser de l'essence dessus et mettre le feu au cadavre. La fumée, suite au feu qu'il a provoqué, va attirer les gardes forestiers. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont aller voir et qu'ils vont découvrir les corps de sa famille. À ce moment-là, la police ne sait pas encore que c'est la famille Bishop. Des témoins, notamment des voisins je crois, diront qu'ils ont vu Bradford à Jacksonville, en Caroline du Nord, qui sera accompagné d'une femme ainsi que du chien de la famille. Il achetait une paire de tennis. Tout d'abord, le chien avait été décrit comme un setter irlandais, mais il semblerait que ce soit bien le chien de la famille qui aurait été aperçu. Et là, c'est donc la dernière fois qu'il a été vu.
toute dernière fois en 1976. Aux alentours du 10 mars, donc près de 10 jours après les faits, un voisin qui ne voit plus de mouvement chez les Bishop va appeler le 911 et signaler qu'il trouve ça vraiment étrange de ne plus avoir aucune info de leur part et il savait même pas qu'ils devaient partir. Une fois la police prévenue, elle va se rendre sur place et ils vont découvrir des traces de sang sur le porche, mais également lorsqu'ils vont ouvrir la maison. C'est une vraie boucherie qu'ils vont découvrir. Énormément de sang se trouve dans la maison, sur les murs, par terre, notamment aussi dans la chambre des enfants. C'est abominable. En simultané, les corps retrouvés dans la carrière seront identifiés grâce aux empreintes dentaires comme étant les personnes de la famille Bishop. Vers le 18 mars, le break de Bradford est retrouvé à plus de 600 km de chez lui, à proximité du sentier des Apaches et d'un terrain de camping du Tennessee, dans le parc national de Great Smoky Mountains. Apparemment, dans la voiture, il a été retrouvé une grande quantité de sang, une couverture avec également du sang dessus, des biscuits pour chiens, un fusil de chasse, une hache et il y aurait également les médicaments que prenait Brad. On en parlera un petit peu plus tard. La voiture était là depuis déjà quelques jours. Des chiens renifleurs ont tenté de suivre les traces de Bradford, mais malheureusement ça faisait déjà beaucoup trop de jours qu'il était parti et en plus il semblerait qu'il ait rejoint un chemin qui est assez passant aux alentours. Le 19 mars, le grand jury a statué pour Bradford. Il est inculpé pour 5 meurtres. Le FBI recherche encore aujourd'hui Bradford. Il aurait actuellement 85 ans. Il fait partie des personnalités les plus recherchées des États-Unis. Le 10 avril 2014, il a été ajouté à la liste du FBI des plus recherchés par l'État. Voici ce que disait l'annonce du FBI. Sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés, Bishop est recherché pour avoir matraqué à mort sa femme Annette, sa mère Lobelia et ses 3 fils, William Bradford III, Brenton et Geoffrey, à leur domicile de Bethesda le 1er mars 1976. La police ne sait encore aujourd'hui pas exactement ce qui s'est passé. Ils ont seulement reconstitué les faits, essayé de donner un sens à ce qu'ils ont pu voir et aux informations qu'ils ont pu recueillir. Pour eux, au premier abord, il semblait que le couple n'avait pas de soucis, mais apparemment, ils en avaient quand même quelques-uns. Déjà, il y a bien cette promotion que Bradford attendait et qui lui a passé sous le nez. Sa carrière pouvait aussi créer des tensions dans le couple parce que notamment sa femme en avait marre, plus ou moins. Enfin, elle souhaitait qu'il arrête de partir à l'étranger pour qu'il puisse rester auprès de sa famille. Sa femme, elle aussi, voulait poursuivre sa carrière parce qu'elle voulait reprendre ses études pour avoir un travail, ce qui ne plaisait pas du tout à Bradford. Comme je vous l'ai dit, Brad était un passionné de plein air, de camping et de randonnée. Il aimait aussi le tir, la moto et l'avion. Il avait quelques antécédents au niveau dépression et pour ses insomnies également. Avant les meurtres, quelques temps avant les meurtres, il prenait de l'oxazépam. Alors j'ai pas vu si c'était en même temps ou si c'était juste avant. Au niveau de ses caractéristiques physiques, il avait une cicatrice en bas du dos, une cicatrice chirurgicale, une autre au niveau du menton et également un grain de beauté sur la joue gauche. Il portait aussi très souvent sa bague de Yale, donc il se pourrait que encore aujourd'hui il la porte. Il avait sur lui au moment de son départ son passeport diplomatique qui lui permettait d'aller dans les pays qu'il souhaitait. Celui-ci n'a pas été retrouvé au domicile de la famille, par contre ceux des enfants et de la mère, oui. Durant les années qui se sont écoulées, il a été aperçu dans beaucoup d'endroits, notamment 3 fois par des gens qui étaient proches de lui. Je crois qu'il y a une fois où il a été croisé dans un aéroport, il me semble, et où la personne lui a posé la question si c'était bien lui et qu'il est parti en courant. Est-ce que c'est lui qui a été croisé ? J'ai souvent du mal à croire les témoignages comme ça parce que ça me paraît tellement fou que déjà... moi, quand je pars dans un autre pays, que je croise quelqu'un que je connais, qui est en même temps dans ce pays avec moi, il faut quand même beaucoup de coïncidences. Après, c'est possible que certaines personnes l'ont vu, que certaines personnes proches de lui l'ont vu. Il se pourrait, oui, que ça soit lui qui les ait vus. Après, maintenant, il a 85 ans, donc je pense que au niveau de ses caractéristiques physiques, elles ont dû beaucoup changer. Peut-être même qu'il a fait de la chirurgie ou qu'il a fait... voilà, quelques transformations pour ne pas être reconnu. Actuellement, le FBI cherche par plein de moyens, de plus en plus de moyens qu'ils ont, parce qu'au début, il y avait
il n'y avait pas les caméras de surveillance, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc maintenant il cherche avec les moyens actuels à le retrouver, avec les portraits qui sont vieillis de lui. D'ailleurs je vous en mettrai un de ces portraits vieillis qui a été fait de Bradford. Il a été beaucoup aperçu notamment en Europe, donc il semblerait qu'aujourd'hui ils vivent soit en Italie, soit en Suisse, en France, ou peut-être en Espagne. Voilà, qu'ils vivent à proximité de chez nous, peut-être. Enfin, en tout cas, il a été aperçu beaucoup dans ces pays. Alors ça, je l'ai tenu que d'une seule source, je sais pas si c'est vrai, mais ça paraît très étrange. Il se pourrait que Bradford ait entretenu une correspondance avec un détenu du pénitencier Marion aux États-Unis et il lui aura envoyé sa lettre, sa dernière lettre, 16 jours après que Bishop soit parti. Donc il ne savait pas pourquoi est-ce qu'il avait cette correspondance, est-ce qu'il y avait des liens, j'en ai aucune idée, peut-être qu'il s'était lié d'amitié avec lui par je ne sais quelle raison, ça paraît assez bizarre mais c'est possible. Et la police ne sait toujours pas pourquoi il lui parlait parce qu'apparemment le détenu est aujourd'hui décédé ou il ne l'a jamais dit. Bradford aurait également emporté avec lui un Smith & Wesson qu'il tenait de son père, portant le numéro de série C98 19 67. D'ailleurs, si vous avez des informations, enfin que vous avez déjà vu cet homme ou que vous pensez déjà l'avoir vu, c'est possible de le signaler à la police des États-Unis. Je vous mettrai des informations dans la barre d'infos. Donc si vous voulez aller donner un témoignage qui pourrait faire grandement avancer l'enquête, voilà, on ne sait jamais, puisqu'il se pourrait qu'il soit en Europe. D'ailleurs, une récompense pourrait être donnée allant jusqu'à 100 000 $ pour toute information qui pourrait mener à l'arrestation de Bradford. On va maintenant passer à la pseudo-surprise, quelque chose de très étonnant qui est lié à cette affaire. N'oubliez pas d'ailleurs de me dire à quelle affaire elle vous fait penser. Il y a quelque chose de très étonnant dans cette suite d'affaires, c'est que une jeune femme a cherché à retrouver ses origines et l'a accrochez-vous bien. Kathy Gilchrist a été adoptée bébé en 1957. C'est sa mère biologique qui l'a mise à l'adoption. En 2017, elle va passer un test ADN parce qu'elle souhaite retrouver ses origines, avoir des réponses à ses questions tout simplement. Grâce à ce test ADN, ça va la mettre en relation avec Susan Gilmore, sa cousine, enfin sa nouvelle cousine, du côté d'ailleurs de sa mère biologique. Et il se trouve que cette cousine a un talent pour la généalogie et pour retrouver les parents, enfin les parents proches des personnes qui les recherchent. Elle va donc aider sa nouvelle cousine à retrouver ses origines. Suzanne va d'abord retrouver la mère de Kathy, malheureusement il se trouve que celle-ci est décédée. Ensuite elle va retrouver 7 demi-frères et sœurs, c'est énorme. Mais du coup, une nouvelle famille commence. Et attendez la suite. Voici ce que Kathy a dit et bien sûr ça a été traduit. Suzanne m'a appelé un jour et elle m'a dit « J'ai trouvé ton père ». Je lui ai demandé « Est-ce que c'est quelqu'un de célèbre ?» Suzanne a dit qu'elle me laissait chercher par moi-même. Mais elle a lâché un petit « oui ». Kathy a donc tapé le nom de son père sur internet, William Bradford Bishop. Et oui, son père est un meurtrier, recherché depuis plusieurs années et dans la tête des listes des recherchés par le FBI. Ça, c'est pas rien. Kathy a donc ironisé, j'ai rigolé, nous avons beaucoup d'humour dans ma famille adoptive et je me suis dit, évidemment, mon père est un meurtrier célèbre. Elle a pris ça avec beaucoup de légèreté, j'avoue que je pense que j'aurais paniqué, vous vous rendez compte, un truc de ouf. Et il y a une énorme correspondance entre les deux ADN, donc c'est quasiment certain que c'est son père. Elle a d'ailleurs demandé à avoir plus de tests auprès des ADN par rapport à l'enquête et tout ça, mais ça n'a pas pu être possible malheureusement, étant donné que c'est une enquête en cours encore, donc c'est un peu compliqué. Apparemment la mère de Kathy aurait pu avoir vent des meurtres de son mari, peut-être, peut-être pas, je sais pas, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non. Je sais pas, est-ce que vous vous rendez compte quelle serait votre réaction si vous appreniez que votre père est l'un des meurtriers les plus recherchés de France par exemple? Eh ben ça serait quand même un truc de ouf. Du coup, j'avoue que je sais pas trop comment j'aurais pris ça. Elle a réussi à gérer ça, peut-être que c'est assez compliqué pour elle. Mais en tout cas, elle continue du coup à rechercher son père en sachant qui c'est. Je crois qu'elle voulait partir en Europe, enfin en tout cas elle voulait voir qui était son père. À cause du Covid, elle a été retenue. Mais elle souhaite vraiment retrouver son père. Alors, je sais pas ce que vous pensez de cette affaire qui est quand même assez
waouh, enfin moi je la trouve assez waouh, parce que si vous voulez, ce crime est presque pas parfait dans le sens où on sait qui c'est, puisque ça semble être hyper logique que c'est Bishop, mais vous vous rendez compte qu'il a réussi à disparaître sans laisser de traces pendant plusieurs dizaines d'années et que personne n'a réussi à le retrouver, il n'y a pas la moindre trace. Ça vous rappelle pas une fameuse enquête française? Quand même, un petit peu moi je trouve. Mais je trouve ça fou. Chaque fois je trouve ça vraiment très très bizarre, étrange, qu'il n'y ait pas la moindre piste, puisqu'avec les moyens actuels, il semble quand même assez compliqué de disparaître. Alors à l'époque de Bradford, oui je comprends, et puis c'est quelqu'un qu'il faut pas l'oublier, il a travaillé dans l'espionnage aux États-Unis, il a sans doute eu une certaine facilité à disparaître, mais au fil des années quand même il aurait dû avoir quelque chose qui puisse prouver que c'était lui, parce qu'on l'a vu, parce qu'il habite ici, parce que quelqu'un l'a dénoncé, ou alors peut-être qu'il est très bien caché, peut-être qu'il a changé de visage, j'en sais rien. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des théories? J'attends d'ailleurs d'avoir vos retours et vos théories. Vous avez vu que j'ai changé du coup le format au niveau des suggestions, j'espère que ça vous plaît, hein. N'hésitez pas à me faire des retours surtout. Et puis du coup, je vous laisse choisir, vraiment répondre aux suggestions pour la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Allez, salut, ciao!